Nous vous entendons, c'est parfait. Bah, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on lance le webinaire. Marc, je commence et puis je te laisse peut-être réactiver ton micro. Je suis ravie d'être parmi vous ce matin et d'avoir donc de pouvoir co-animer avec Marc ce webinaire qui est destiné à comment attirer et comment fidéliser les collaborateurs au sein d'entreprises et notamment via les politiques de rémunération. Peut-être que avant de commencer, je vais vous réexpliquer un peu l'ordre du jour. Donc déjà, vous resituez un peu le sujet et vous donnez quelques items sur pourquoi est-ce que c'est si complexe et quelques clés sur ces sujets-là. Complexe de recruter, complexe de fidéliser dans des temps de plus en plus mouvants. Deuxième partie, ce sera effectivement la construction d'une rémunération et en tous les cas, vous donner quelques leviers sur lesquels que vous pouvez actionner pour effectivement rendre votre package global plus attractif. Troisième partie sera destinée à des retours d'expérience de cas clients que j'ai aujourd'hui rencontrés et pour lequel et que j'ai accompagné de manière à ce que vous puissiez aussi avoir un retour terrain. Et puis une quatrième partie et en conclusion avec vos échanges, vos retours, de manière à aussi rendre au maximum les choses interactives. Dans un premier temps, donc Marc, je continue. Qu'est-ce que 3h18 donc Marc? Est-ce que vous m'entendez? Oui, super. Bon, ça y est. J'ai des problèmes avec mon casque, mais si vous m'entendez, c'est parfait. Dans ce cas-là, écoutez, bonjour à tous. Merci Justine d'avoir démarré. On va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Donc 3h18 en 2 mots, nous sommes une société spécialisée dans l'externalisation des fonctions support. Ça veut dire que nous actionnons 3 leviers chez nos clients, des assistants de gestion et des assistants RH qui viennent faire le travail pour quelques heures, quelques demi-journées ou quelques jours par semaine, donc en temps partagé. Le déploiement des bonnes pratiques. Aujourd'hui, on va parler dans les bonnes pratiques, comment mettre en place un plan de motivation salariale adéquat. Et puis la digitalisation, quand le client le souhaite. On a aujourd'hui un peu plus de 300 clients, 190 assistants de gestion sur le terrain. Et notre objectif, c'est de faire gagner du temps aux dirigeants, et notamment au travers des 3 leviers que je viens de vous décrire. Justine, je te laisse te présenter. Oui, donc pour ma part, je suis DRH externalisée. J'ai un parcours assez complet puisque j'ai commencé en tant qu'ingénieur, j'ai ensuite viré côté business et il y a une quinzaine d'années, j'ai embrassé la fonction RH, notamment en tant que DRH dans des grands groupes. Et depuis 2020, je suis DRH externalisée. Et en général pour l'accompagnement de structures de taille relative petite ou moyenne, donc entre 2-3 salariés et jusqu'à une centaine. Chez 3h18 et le partenariat que j'ai initié avec 3h18 maintenant et qui dure quasiment depuis 2020, mon installation, porte sur différents sujets, notamment le diagnostic RH sur lequel on reviendra en fin de présentation, sur toute la partie structuration des process, l'accompagnement du middle management, l'accompagnement de la marque employeur. Super, alors on va rentrer dans le vif du sujet. On a tous été confrontés, puisque vous êtes à peu près une vingtaine de chefs d'entreprise présents, à la difficulté de recruter, d'attirer, puis ensuite de fidéliser les salariés. Justine, tu peux nous dire vraiment en quelques lignes, qu'est-ce qui explique la situation dans laquelle on se trouve ?
Alors, le premier sujet, c'est le marché de l'emploi. Le marché de l'emploi est fortement perturbé, je dirais. D'une part, parce que il y a de moins en moins de travailleurs. Ça, c'est l'effet je dirais, de personnes qui s'en vont de plus en plus, enfin, qui sortent de la vie active. Le deuxième sujet est vraiment lié à l'évolution du marché entre des personnes qui sont rentrées dans les entreprises ou qui étaient dans les entreprises avant le Covid, et puis des personnes qui sont aujourd'hui qui rentrent après le Covid. Et donc on verra qu'il y a forcément, je dirais que avant le Covid ou pendant le Covid, les employeurs étaient relativement frileux et le marché de l'emploi était peut-être moins dynamique que ce qui peut être aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment le marché de l'emploi. Et puis le troisième sujet, c'est qu'effectivement, il y a énormément de nouveaux métiers sur lesquels les employeurs n'ont pas de référence. Donc, il est toujours difficile de pouvoir appréhender un salaire parce que les modèles ont explosé. Le deuxième. Alors justement, comment on fait par rapport à ça, Justine? Parce que ça, c'est un bon cas pratique. Un commercial, on sait combien on le paye. Un comptable, on sait combien on va le payer. Voilà, on a un responsable marketing digital qu'on veut recruter, qui va faire un peu de SEO, un peu de lead generation, voilà, des métiers un petit peu nouveaux. Comment est-ce qu'on fait pour savoir finalement quel est le niveau de salaire de ces personnes? Alors, je dirais qu'il n'y a pas de réponse établie. L'idée, c'est plutôt de pouvoir établir effectivement la valeur et la valorisation que vous allez pouvoir faire en intégrant cette personne, et de pouvoir construire un package attractif en fonction de la valeur ajoutée que cette personne va apporter à votre entreprise. Donc voilà. Ensuite, bien évidemment, on analyse aussi les critères, je dirais, classiques, que sont la formation, le parcours professionnel, etc. Mais tout ça dans une optique de quelle est la valeur ajoutée qu'il va apporter à mon entreprise, et par rapport à cette valeur ajoutée, combien est-ce que je peux le rémunérer. Mais c'est vrai que ça devient assez difficile. Alors, il y a des benchmarks, on peut solliciter. Il existe des benchmarks qui sont assez accessibles sur le marché. Ensuite, il y a effectivement certains outils, mais c'est vrai que on peut s'y perdre. Et le fait d'avoir c'est typiquement une grille que peut établir un DRH dans le cadre d'un diagnostic pour exactement remettre les bons profils de poste et les bonnes grilles de salaire et les bonnes proportions fixes variables, typiquement, voilà. pour être sûr qu'on est dans la plaque. Exactement. Et c'est surtout le fait de pouvoir, au moment du recrutement, se donner la possibilité d'avoir des variables et qui permettent effectivement d'ajuster au fur et à mesure. Bon, ok. Donc justement, rentrons dans le vif du sujet. De quoi est constituée la rémunération? La rémunération, elle est en général fixée. En tous les cas, il y a ce qu'on appelle la rémunération fixe. Bon, ça, on connaît. Il y a la rémunération variable, qui est en général fixée par l'employeur en fonction d'objectifs. On peut avoir des variables qui peuvent être individuelles, on peut avoir des variables qui sont collectives. Quoi qu'il en soit, et c'est là où j'attire l'attention, la rémunération variable fait partie du package et de la rémunération globale, et donc va être assujettie aux mêmes prélèvements et taxes côté employeur. Sujet important, il est important de pouvoir attribuer à ce variable des objectifs, puisque un variable qui ne serait pas objectivé est de fait dû. Donc c'est important lorsque vos rémunérations, votre politique de rémunération prévoit des variables, de pouvoir aussi prévoir la manière dont vous allez pouvoir évaluer l'atteinte des objectifs fixés par rapport à ces variables. Et puis le dernier point, ce sont les primes. Les primes, alors
au-delà des primes exceptionnelles qui pourraient être effectivement, qui sont là pour pouvoir, je dirais, récompenser une performance exceptionnelle, il peut être mis en place tout un système de primes dans l'entreprise, ouverte à tous par rapport à des critères particuliers. Ce qui est très pratiqué aujourd'hui, enfin les deux primes qui sont les plus pratiquées aujourd'hui sont les primes de cooptation, où vous allez pouvoir valoriser finalement les collaborateurs qui, par bouche à oreille, vous permettent de recruter vos nouveaux talents. Et la deuxième prime qui est assez pratiquée, c'est la prime d'apport d'affaires, où là aussi vos collaborateurs finalement deviennent vos commerciaux en vous transmettant les coordonnées ou en tous les cas des pistes vous permettant de décrocher de nouvelles affaires. Alors là-dessus, Justine, j'ai une première question. J'ai une première question là qui vient de. Donc j'en profite pour vous dire que vous pouvez poser des questions soit par chat et elles seront visibles de tout le monde, soit dans le module questions et dans ce cas-là, elles sont visibles que par nous. Donc là, j'ai une question. Mon business est incertain. Puis-je mettre en place du variable tous les trimestres? Oui. Question à la DRH, est-ce qu'on peut mettre en place du variable tous les trimestres? Est-ce que c'est opérationnel? Parce que ça veut dire faire des avenants à tout le monde tous les trimestres. Est-ce que c'est une vraie bonne idée? Alors, ça dépend de la manière dont est construit le variable. Vous pouvez tout à fait, en tous les cas, envisager de mettre en place un avenant annuel et avec effectivement une évaluation de l'atteinte des objectifs de manière trimestrielle. Effectivement, lorsque l'on met en place du variable, il est nécessaire de pouvoir, tous les cas, de pouvoir faire en sorte que le relevé des compteurs ne se fasse pas, en tous les cas, de pouvoir avoir une infrastructure administrative qui vous permette de faire la levée des compteurs à des échéances pratiques pour vous. Donc c'est vrai que des relevés tous les mois peut être parfois compliqué et très contraignant. Et donc, effectivement, de plutôt prévoir un versement trimestriel ou semestriel est parfois plus adapté. OK. Ensuite, moi, dans mon expérience de chef d'entreprise, de mon expérience, j'ai constaté que c'était quand même une source de discorde quand on se quittait avec un salarié, on va dire, sans que ce soit forcément de façon très agréable. La façon dont le variable était pratiqué est souvent un motif de négociation âpre où l'employeur est rarement gagnant. C'est tout à fait. D'où la nécessité, je pense, ce que tu dis, la nécessité de formaliser tout ça et d'avoir une structure bien établie, en fait, pour sortir des résultats. Voilà, et donc et sur des indicateurs qui soient mesurables et qui soient explicités. Tout à fait. Je reprends juste la question par rapport au business incertain. Ce qui peut être aussi mis en place, c'est peut-être de ce fait un système de primes dans un premier temps qui permettrait d'incentiver les commerciaux, par exemple, sur un chiffre d'affaires à avoir et effectivement l'octroi d'une prime si ce chiffre d'affaires est atteint. Et puis effectivement, si les sujets se mettent de manière un peu plus en place de manière un peu plus précise, ensuite envisager la mise en place d'une politique variable. Juste encore un dernier peut-être point sur le sujet variable et primes. Attention aussi à la récurrence des primes. Sachez que lorsqu'une prime est récurrente, c'est-à-dire que par exemple vous décidez d'octroyer une prime exceptionnelle de 500 €, mais que vous le faites de manière assez régulière, elle peut être considérée comme un élément à part entière de la rémunération et de ce fait due. Quels sont les éléments complémentaires? En tous les cas, j'en ai noté quelques-uns ici. Vous avez l'intéressement, la participation. L'intéressement peut être mis en place par toutes les entreprises. La participation est obligatoire pour les entreprises qui ont plus de 50 salariés. Il y a une nouvelle loi, en tous les cas, Monsieur Macron a aussi indiqué qu'il souhaitait aussi mettre en place une politique de dividendes, mais ça, on verra ça l'année prochaine. Quoi qu'il en soit,
intéressement, participation. Pourquoi c'est intéressant pour les entreprises et pourquoi c'est intéressant surtout pour les petites entreprises, c'est que l'employeur ne paye pas de charges sociales sur les sommes qui sont versées. Alors ensuite, il y a des seuils, il y a des seuils par rapport à la masse salariale à respecter. Pour la participation, il y a en tous les cas des charges qui sont charges employeurs qui sont très restreintes, qui sont nulles à moins de 250, puis ensuite qui évoluent un peu au-delà de 250, mais en tous les cas qui sont moins contraignantes, en tous les cas moins lourdes financièrement pour les employeurs à ce niveau-là. Par contre, si vous mettez en place un plan d'intéressement ou une participation, et la participation lorsqu'elle est obligatoire, ça veut dire que tous les collaborateurs sont éligibles à ce plan-là. Voilà. Donc ensuite, notamment ce qui est je dirais le plus flexible, c'est effectivement l'intéressement, puisque vous pouvez ensuite définir des critères. En tous les cas, vous pouvez définir la somme que vous allez allouer au plan d'intéressement, la somme qui peut être une somme fixe ou un pourcentage par rapport à votre masse salariale. Et ensuite, vous pouvez, ça c'est le premier point. Le deuxième point, il va falloir établir les indicateurs qui font que effectivement l'intéressement est dû. Donc c'est souvent effectivement en fonction des résultats de l'entreprise, mais ce n'est pas obligatoirement que ça. Sachez qu'aussi on a aussi des obligations en matière d'impact sur l'environnement qui deviennent de plus en plus présentes. Et puis dernier levier pour l'employeur, c'est effectivement la répartition entre comment est-ce que j'octroie finalement les sommes que j'ai décidé d'allouer à chaque collaborateur par rapport à du temps de présence, par rapport à du salaire, donc avec une proportionnalité vis-à-vis du temps de présence, une proportionnalité vis-à-vis du salaire ou une proportionnalité à mix des deux, c'est-à-dire finalement les personnes qui sont recrutées en début d'année et qui touchent un salaire un peu plus élevé toucheront à la fin de l'année, si les objectifs sont attendus, un intéressement plus important qu'une personne qui serait rentrée en milieu d'année avec un salaire inférieur. Donc ça, c'est côté employeur. Pourquoi pour les salariés, l'intéressement ou la participation est aussi intéressante? Bien, tout simplement parce que sur l'intéressement et la participation, ils n'ont pas de charge, ils n'ont que juste la CSG-CRDS, et donc ça veut dire que 8%, contrairement aux 20% qui sont prélevés sur leur rémunération. Ces sommes sont fiscalement imposables, sauf si ces sommes sont versées dans un plan épargne entreprise ou dans un plan épargne retraite, donc qui peut être aussi mis en place dans les entreprises et qui permet effectivement aux salariés de ce fait, alors sous réserve de pas toucher à ces sommes dans des délais, sous 4 ans ou qu'avec des circonstances particulières, mais en tous les cas d'être complètement défiscalisé au bout du délai imparti. Dernier point, je voulais revenir aussi sur le sujet des BSPCE. Les BSPCE sont des actions finalement qui sont assez pratiquées, en tous les cas la possibilité de souscrire à des actions qui sont assez pratiquées notamment pour les startups, sont éligibles les entreprises. Alors il y a certains critères d'éligibilité, notamment vis-à-vis du chiffre d'affaires qui doit être inférieur à 1 million d'euros, le fait de pouvoir aussi avoir d'être une jeune entreprise, c'est-à-dire avoir moins de 15 ans, donc ça va quand même. Voilà. Et puis ensuite, il y a aussi des conditions assez particulières vis-à-vis des personnes qui sont au capital de l'entreprise. En tous les cas, les BSPCE sont souvent est un levier qui est souvent utilisé par les startups pour permettre finalement aux jeunes entreprises qui n'ont pas la trésorerie de pouvoir
faire participer à l'évolution de l'entreprise des collaborateurs, sous réserve qu'effectivement que le capital augmente. Donc voilà, donc ce sont des sujets, enfin quel que soit le sujet, intéressement, participation, BSPCE, qu'est-ce qui est le plus facile, enfin qu'est-ce qui est le plus attractif. On reviendra sur les cas pratiques un peu plus tard, en deuxième partie de webinaire. En tous les cas, clairement, il faut s'y pencher. C'est clairement des leviers intéressants, mais qui peuvent aussi, mais qui sont malgré tout assez engageants. Marc, est-ce qu'il y a des questions sur cette... Je crois qu'on a perdu Marc. Je vous propose de continuer. Alors, on va passer sur des sujets peut-être un peu plus, en tous les cas, un peu plus faciles, et des éléments qui peuvent être assez facilement mis en place, qui sont les éléments annexes à la rémunération. Donc, il ne s'agit pas de rémunération en tant que telle, mais qui peuvent évidemment faire la différence vis-à-vis du package que vous proposez à vos salariés. Il y a les éléments qui sont dits obligatoires. Les éléments obligatoires, c'est effectivement notamment la mutuelle et la prévoyance, puisque l'employeur est tenu à minimum de prendre en charge à 50% les contrats responsables des salariés. Donc ça, c'est une obligation. Il n'en demeure pas moins que, une fois que vous avez pris en charge ces 50%, vous pouvez bien évidemment aller au-delà de ces 50%, voire aller jusqu'au 100%, et ce ne sera pas considéré comme et ce sera effectivement, en tous les cas, ce sera pas considéré comme de la rémunération, dans la mesure où vous êtes sur un socle, ce qu'on appelle le socle responsable. C'est-à-dire le minimum de garantie. Quelle est la population la plus réactive qui apprécie le plus ce levier qui est la mutuelle? Est-ce que c'est les jeunes qui arrivent? Est-ce que c'est les personnes plutôt âgées? Je crois que tout le monde apprécie la mutuelle d'une manière générale. Ensuite, ça va être dans les contrats de mutuelle que l'on va pouvoir aussi jouer, puisque dans des entreprises assez jeunes, ou en tous les cas les salariés sont assez jeunes, on privilégiera peut-être une mutuelle qui sera plutôt une mutuelle individuelle, alors que sur des populations peut-être un peu plus avancées dans l'âge, ou un peu plus mûres, c'est-à-dire des personnes qui commencent à se marier, qui commencent à avoir des enfants, où là on pourra aussi prendre en compte des mutuelles avec des ayants droit. Donc voilà, donc c'est là le sujet qui est important. Ensuite, ce qui est aussi intéressant, c'est de pouvoir prévoir des mutuelles avec des surcomplémentaires. Donc la surcomplémentaire, de toute façon, l'employeur ne s'en occupe pas, hein. C'est une possibilité qui est donnée et octroyée aux collaborateurs, mais c'est important de pouvoir le prévoir. Tous les contrats de mutuelle ne prévoient pas cette surcomplémentaire avec un prix négocié. Et effectivement, lorsqu'on a des collaborateurs qui peuvent être jeunes mais qui ont besoin d'orthodontie, de dentiste, de lunettes, ça peut être aussi très intéressant pour eux. Forcément, la mutuelle va être très regardée par les populations jeunes. La prévoyance qui est là qui vient en relais de la mutuelle lorsqu'on a des arrêts maladie très importants, voire lorsqu'on peut avoir des problèmes de santé, va surtout être intéressante. En tous les cas, va être très regardée par des populations de salariés un peu plus âgées.
Le deuxième levier qui est obligatoire, c'est la mobilité. Alors aujourd'hui, il est imposé, on impose aux entreprises de prendre 50% des transports en commun qui permettent de rejoindre le domicile au lieu de travail. Aujourd'hui, on peut aussi aller au-delà. Alors déjà, on peut aller au-delà et prendre, on peut aller prendre jusqu'à 100%, bien évidemment, du pass Navigo ou autre en région. Deuxième sujet, c'est la mobilité au sens global, puisque aujourd'hui il y a eu le seuil a été relevé à 800 €, ce qui permettant aux collaborateurs de bénéficier à la fois d'un remboursement à 50% des titres de transport, mais aussi de pouvoir bénéficier ou en tous les cas utiliser des mobilités douces, donc location de vélos électriques, etc. Donc ça c'est le deuxième point. Le troisième point qui n'est pas réellement obligatoire, mais qui devient de plus en plus obligatoire parce que quasiment utilisé par tous, et puis parce que effectivement c'est là aussi un avantage qui n'est pas qui est en tous les cas qui ne rentre pas dans l'assiette des cotisations côté employeur, qui est les tickets restaurants, avec aussi la possibilité là de pouvoir octroyer des tickets restaurants avec des seuils qui sont augmentés, avec une prise en charge qui a été augmentée récemment. Donc on arrive quasiment à 6 € par jour qui peuvent être remboursés par l'employeur, et sur des tickets restaurants, et aussi la levée du seuil qui peut être utilisé par chaque salarié à 25 € par jour, c'est-à-dire que chaque salarié peut utiliser jusqu'à 25 € par jour, donc ce qui lui demande de dépenser plusieurs tickets restaurants, mais au moins il a cette possibilité-là, ce qui n'était pas obligatoirement le cas avant le Covid. Super, écoute, c'est très complet. On va continuer avec les parties qui sont considérées comme des avantages. Donc ça, c'est vraiment des choses, des goodies, mais qui peuvent être importants pour attirer ou pour retenir des salariés. Donc qu'est-ce qui est le plus utilisé? Tu décrirais ça un peu? Alors, il y a des avantages qui peuvent être, enfin, en tous les cas, l'avantage qui est aujourd'hui utilisé, qui en tous les cas est de plus en plus utilisé, c'est effectivement tout ce qui est lié au télétravail, où là, l'employeur peut prendre en charge des frais de mise en disposition finalement d'une partie du logement, les frais d'abonnement. Donc ça, c'est clairement un vrai levier qui permet effectivement finalement aux salariés de pouvoir aussi être indemnisés finalement de la mise à disposition d'une partie de son hébergement. Et donc ça, ce n'est pas considéré comme de la rémunération, donc ce n'est pas soumis aux cotisations. Voilà. Après, il y a effectivement tout l'achat aussi de matériel et de consommables, où là on n'a pas de limite à proprement dite. Bon, après, l'URSSAF trouvera aussi parfois des choses peut-être à redire, donc il faut rester malgré tout raisonnable. Mais voilà, en tous les cas, l'idée c'est de pouvoir permettre aux salariés de travailler dans des bonnes conditions vis-à-vis du télétravail. Donc ça, c'est un premier sujet. Ensuite, effectivement, vous avez tout ce qui est lié à la pratique sportive, aux biens culturels, où là non plus, il n'y a pas de seuil qui est limité, il n'y a pas de seuil indiqué par l'URSSAF. Il en demeure pas moins que, voilà, après, il faut rester aussi sur du raisonnable. Donc, la limite de 1 000 € est plutôt courue. Donc, déjà, si vous donnez 1 000 € à chacun de vos collaborateurs pour aller pratiquer du sport ou faire pratiquer ou en tous les cas acheter des prestations de culture, ça peut être intéressant. Prestations de culture, c'est aussi, enfin c'est pas juste l'achat de livres, hein, c'est aussi des expos, des concerts, etc. Donc ça, ce sont vraiment des leviers aussi assez importants. Ensuite, vous avez tout ce qui est lié au chèque cadeau.
Donc, vous avez une limite qui est à 171 € de chèque cadeau tout confondu. Ensuite, vous avez aussi les chèques, les cadeaux, ou en tous les cas les bons cadeaux par rapport à des occasions. Alors, il faut que ce soit vraiment corrélé à une occasion, c'est-à-dire ça peut être des chèques cadeaux de naissance, ça peut être des chèques cadeaux de Noël, ça peut être des chèques cadeaux de mariage. Mais en tous les cas, voilà. Et donc, à chaque fois, il faut que le chèque cadeau soit aussi en lien avec l'occasion fêtée. Donc ça, c'est aussi un autre levier. Le troisième, dans les autres sujets, on a aussi tout ce qui est lié aux prestations à domicile, où effectivement l'employeur peut participer et en tous les cas octroyer des sommes pour tout ce qui est prestations à domicile et aide à la personne. Et puis dernier sujet, c'est aussi la participation aux vacances. Donc que ce soit les chèques cadeaux, que ce soit les vacances, que ce soit l'aide à la personne. Lorsqu'il y a un CSE, ce sont ce sont en général des points et des avantages qui sont traités directement par le CSE, puisque l'employeur est obligé de verser une somme au CSE pour justement permettre aux salariés de bénéficier de ces avantages. S'il n'y a pas de CSE, l'employeur peut tout à fait, par une décision unilatérale, mettre en place ces dispositifs. Qu'est-ce que je voulais dire? Ce qu'il faut faire, là aussi, ce qui est important, et c'est là où il faut être aussi très vigilant, c'est-à-dire que si vous mettez en place des avantages, là aussi, un peu au même titre qu'une rémunération variable doit être formalisée, il est important de pouvoir formaliser les choses de manière à ce que, en cas de contrôle, on puisse démontrer qu'il s'agit bien d'avantages qui sont autorisés par l'URSSAF et non de la rémunération déguisée. J'ai une question concernant les tickets restaurants, les jours de télétravail. Oui. Aujourd'hui, les tickets restaurants, il est obligatoire en tous les cas, il est obligatoire de ne pas discriminer les salariés en télétravail par rapport aux salariés qui ne sont pas en télétravail. Et donc, oui, si vous octroyez des sommes ou des tickets restaurants à l'ensemble des salariés, vous devez aussi les attribuer lorsque les jours de télétravail. Oui. On a deux questions. On a une première question qui est liée aux chèques cadeaux. Pour les chèques cadeaux liés à des occasions, la limite de 171 €, s'apprécie-t-elle par occasion ou par année? Par occasion. Et on a une deuxième question d'Isabelle sur les chèques cadeaux. Il me semble que les chèques cadeaux ne sont pas limités à 171 € lorsqu'il s'agit de Noël et que l'employeur souhaite octroyer un chèque cadeau à ses salariés plus ses enfants. Est-ce le cas? Jusqu'à quelle limite peut-on dépasser les 171 €? Alors, oui, si ensuite il y a des enfants ou des ayants droit, on peut en tous les cas sur Noël, on peut aller au-delà. Tout à fait. Ok, super. Bah, écoute, on continue. Si vous avez des questions, continuez à les poser dans le chat ou dans le module questions. Alors, quelles sont les questions finalement à se poser quand on veut avancer sur une politique de motivation, de compensation et benefits, comme on dit en bon anglais? Alors, je dirais il y a 4 questions, en tous les cas, moi, qui me semblent importantes. La première, c'est quelles sont les valeurs que vous prenez dans votre entreprise? Quel est le mindset de votre entreprise? Effectivement, est-ce que vous souhaitez valoriser la performance individuelle ou le collectif? Est-ce que vous êtes une entreprise, je dirais, plutôt engagée d'un point de
point de vue environnemental, écologique, avec une politique RSE assez importante. Tout ça sont des leviers, enfin en tous les cas des critères, des grilles de lecture qui vont vous permettre de pouvoir arbitrer entre tel ou tel levier. Le second sujet, on en a un tout petit peu parlé au moment de la mutuelle et de la prévoyance, c'est la composition de votre effectif. Aujourd'hui, effectivement, est-ce que vos effectifs sont des personnes qui sont... quelle est la pyramide des âges pour savoir effectivement quelles sont les populations. Est-ce que ce sont des personnes qui sont dans votre entreprise depuis longtemps et que vous souhaitez fidéliser ou que vous souhaitez réengager? Est-ce que ce sont des jeunes collaborateurs et que effectivement vous avez des ambitions de recrutement importantes, donc il va falloir parler peut-être un peu différemment et mettre en place des avantages qui sortent peut-être un peu de l'ordinaire par rapport à ce qui se fait d'ores et déjà. Et puis, où est-ce que vous avez aussi, je dirais, une concomitance, une cohabitation entre ces deux populations? Donc là, c'est ce qui va aussi définir les leviers que vous allez actionner. Troisième grand sujet, ce sont les perspectives. Comment est-ce que vous voyez votre entreprise à 2 ans, à 3 ans? Quelle est la finalité, vous, en tant qu'employeur? Est-ce que vous souhaitez grossir? Est-ce que vous souhaitez rester sur la taille et sur la taille et le fonctionnement actuel? Est-ce que vous avez prévu de la revendre? Donc tout ça sont des leviers sur lesquels vous allez aussi, qui vont aussi venir en lien avec la politique de rémunération. Puis quatrième point, c'est finalement quel est votre budget qui reste aussi assez important. Alors Justine, par rapport à tout ça, on a 3 cas qui ont été décrits, qui sont des clients réels que tu as rencontrés. Tu peux nous dire un petit peu quel était le problème de la première société et en quoi tu as trouvé une solution adaptée avec les solutions de politique de rémunération et de motivation? Alors, effectivement, donc là, il s'agissait d'une fintech qui était assez jeune, avec effectivement des populations qui ont été recrutées un tout petit peu avant le Covid et puis surtout beaucoup pendant le Covid, donc avec une trésorerie très limitée, forcément une pratique du télétravail aussi très importante. Des salariés forcément relativement jeunes et sur des métiers qui sont aujourd'hui, ce que je disais, assez à la fois assez pénuriques et sur lesquels en tant qu'employeur, on a toujours du mal à se positionner parce que on a un dumping assez important des salaires de développeurs, des full stack développeurs, etc. Et les sales qui sont nécessaires à l'entreprise. Donc là, qu'est-ce qui a été monté sur la partie rémunération fixe? On est resté sur des rémunérations fixes, je dirais, où on a construit une politique de rémunération qui était plutôt une politique de rémunération en fonction de l'âge, de l'expérience et je dirais dans le marché, mais sans plus. Une politique de variable pour tout ce qui était incentivé par rapport au rôle des collaborateurs dans l'entreprise. Et donc, plus il y avait des responsabilités, plus on avait des variables importants et avec des objectifs. Le fait que effectivement tout le monde était effectivement incentivé sur ce variable. Sur la partie prime, on a mis forcément en place prime de cooptation pour pouvoir accélérer le recrutement. Prime d'apport d'affaires pour pouvoir aussi accélérer la partie sales.
Et ensuite, sur les accessoires, on a mis en place effectivement un plan de BSPCE qui était effectivement actionnable en cas de… Alors, sur investing, investing, ça veut dire que le plan de BSPCE se construit, vous cumulez des stocks options et le salarié qui a cumulé ces stocks options peut les actionner à partir d'un certain délai. Et donc, effectivement, on a mis un vesting de 5 ans donc pour pouvoir s'assurer que les collaborateurs restent un maximum parmi nous. Et puis, effectivement, ensuite, et avec une progression là-dessus. Il t'a fallu combien de temps, Justine? Il t'a fallu combien de temps pour construire on va dire tout ce plan avec le CEO, j'imagine, et peut-être le directeur financier de cette start-up? Alors, le plan complet, je pense qu'entre le moment où on s'est posé la question et effectivement le sujet, je dirais 2 mois, 2 mois. D'accord. Pas full time, avec deux mois, avec des allers-retours, etc. Après, le plan du BSPCE, c'est aussi quelque chose qui est assez long en termes de… il y a des démarches aussi comptables, etc. Voilà, donc après, ça dépend aussi de l'avancée comptable du… Enfin voilà, si les comptes sont plus ou moins à jour, etc. Mais entre 2 et 3 mois, oui. D'accord. On accélère parce qu'on arrive à quasiment la fin de notre webinaire. Il nous reste 10 minutes, incluant les questions-réponses. Donc, il y a pas mal de questions. Donc, rapidement, la problématique d'une PME familiale dans le secteur industriel, qu'est-ce que tu as construit comme solution et comme package? Alors là, il s'agissait d'une solution. Enfin, en tous les cas, il y avait déjà des packages, il y avait déjà des rémunérations fixes et il y avait un plan d'intéressement. Ce qui a été et donc ensuite, ce qui a été mis en place, c'est qu'on a revu les contrats de mutuelle et prévoyance pour être plus adapté à la population qui avait effectivement qui était plus la même entre aujourd'hui et il y a 15 ans. Deuxième sujet, le plan d'intéressement arrivant à terme, le CEO a décidé de changer un peu la donne et de mettre en place une politique variable. Alors, pour le coup, donc de payer et d'investir finalement, puisque quand vous mettez en place une politique de variables, les variables, vous payez des charges dessus, mais trouver que c'était plus de manière à pouvoir peut-être individualiser, en tous les cas valoriser de manière plus importante la performance individuelle, tout en laissant une partie sur l'intéressement, et avec aussi une construction sur l'intéressement et sur les indicateurs de l'intéressement différentes. Ça, c'est sur ce sujet. Comme on avait aussi des nouveaux entrants, on a aussi mis en place une solution digitale qui permettait d'octroyer aux collaborateurs de pouvoir eux-mêmes choisir entre de la location sur des mobilités douces, chèque culture culture et pratiques sportives. Donc ça, c'est quand même un mix entre une politique variable individualisée, des avantages divers. Voilà. Et ça, c'était pour répondre à un besoin surtout de motivation des salariés ou d'attractivité? Alors, à la fois d'attractivité et de motivation. D'accord. Alors, on a le cas d'une ESN de plus de 1000 salariés. Donc là, on est déjà dans une plus grande entreprise. Oui. Qu'est-ce qui a été mis en place? Quels étaient ses problèmes et qu'est-ce qui a été mis en place? Alors là, on était dans un contexte très concurrentiel, donc avec un turnover très important. Donc là-dessus, et donc avec un CSE qui prenait déjà en charge un certain nombre de points. Donc là, ce qui a été réellement travaillé, ça a été la politique de variables avec des cliquets qui permettaient effectivement que
on soit de plus en plus, enfin, je dirais qu'à la fin de l'année, voilà, que les personnes, pour qu'elles puissent rester jusqu'à la fin de l'année. Donc ça, c'était le premier point. Le second point, ça a été effectivement de mettre en place un système de plan intéressement et avec un PE qui fait que les personnes effectivement puissent rester aussi dans le plus longtemps. Et puis effectivement système de prime, système de cooptation, prime de cooptation, prime de cooptation, et puis avec un système aussi de fidélisation. Voilà, prime de cooptation et prime de mentorat. Donc voilà, pour que finalement les personnes se trouvent aussi, les mentors restant a priori plus longtemps impliqués dans le recrutement des nouveaux entrants. Super, écoute, merci pour toutes ces explications. Est-ce que vous avez des questions? Donc, j'ai un certain nombre de questions là, qui ont été posées. Je vais tout de suite te les poser, Justine. J'ai des questions. Est-ce que vous avez des questions par chat, peut-être, d'abord pour commencer? Alors, non, on va commencer tout de suite. Quelle est la bonne proportion fixe-variable que vous recommandez pour une population qui n'est pas commerciale? Ah, donc est-ce qu'on est sur du 10-90, 20-80 ça dépend réellement de ce que vous pouvez mesurer et de la valeur ajoutée que la personne peut aller. Mais moi, aujourd'hui, typiquement, je commence dans une des entreprises, on donne du variable à tout le monde. Donc, on commence à 5 et on va jusqu'à 40-50% pour les C-level, donc les personnes qui sont membres du CODIR. Donc voilà. Ensuite, le sujet, c'est surtout les questions aussi à se poser, c'est finalement comment est-ce que vous allez mesurer ce variable. Comment vous allez mesurer ce variable? Il faut être à la fois, il faut être attractif dans cette répartition, parce que effectivement pour beaucoup de métiers, finalement le variable c'est pas, enfin typiquement dans les populations notamment d'ingénieurs, de jeunes ingénieurs, développeurs, etc. Ils vont pas obligatoirement comprendre le variable et donc ils vont pas être très sensibles à cet argument-là. Donc il faut aussi être en mesure de l'expliquer et de l'incentiver. Donc il faut aussi rassurer les collaborateurs, les nouveaux entrants sur le fait que on donne des objectifs atteignables pour que ce variable soit octroyé. Oui, c'est sûr qu'il y a des populations qui réagissent plus à ce type de choses. Après, pour les sales, Justine, je suis une petite entreprise de 2 salariés. Qu'est-ce que je peux proposer? Donc, voilà, c'est une question qui est posée par Frédéric. Est-ce que quand on n'a que 2 salariés, finalement… Alors déjà, la mutuelle, la prévoyance obligatoire, toute la partie mobilité obligatoire, tout ce qui est avantage, chèque cadeau, etc. Tout ça, c'est complètement possible. Il n'y a pas de limite là-dessus. Ça peut même être un intéressement, ça peut même, tout ça est complètement actionnable. Ok, super. J'ai une autre question. Qu'est-ce qui est le plus intéressant fiscalement? Donc ça a déjà été dit. Comment est-ce que tu résumerais finalement quel est le levier le plus intéressant fiscalement pour l'entreprise? C'est vrai que tout ce qui n'est pas considéré comme de la rémunération, forcément, est fiscalement intéressant, puisque effectivement, l'entreprise ne paye pas de cotisation et le salarié n'est pas fiscalement imposable. Donc, toute la partie avantage est plutôt très intéressante. Bien, alors là maintenant c'est nous qui reprenons la parole sur les next steps. Donc c'est vrai qu'une entreprise n'a pas forcément les moyens de se payer un DRH comme toi à plein temps, Justine. Donc nous on a créé chez 3h18 un diagnostic qui permet en une demi-journée, une journée parfois, ce qu'on appelle un diagnostic flash, de faire un point sur un certain nombre de sujets dans l'entreprise. Alors ça peut être tous ces points réglementaires, comme ça peut être juste le point de la politique rémunération. Et on vous fait une recommandation que vous mettez en œuvre seul ou pas. Donc, en fonction de ce qu'on trouve et en fonction de nos recos, vous pouvez décider ensuite d'actionner les bons leviers. Comment tu travailles là-dessus, Justine? Tu veux peut-être compléter?
Oui, alors, sachant qu'aujourd'hui, on a vraiment fait un focus sur la partie rémunération, avantages, etc. Les RH, c'est comme une course de 100 mètres. Si vous vous préparez pour une course de 100 mètres, mais que vous en courez que 99, il risque d'y avoir, ça risque de ne pas marcher. Donc effectivement, une politique de rémunération, elle doit être vue d'une manière un peu plus globale. J'ai essayé de vous donner quelques clés aujourd'hui, mais effectivement, le fait de pouvoir aller sur un diagnostic un peu plus élargi, qui permet à la fois de regarder aussi comment vous êtes outillé, quelles sont les infrastructures, quels sont les process que vous avez d'ores et déjà mis en place, comment est-ce que vous gérez finalement toutes vos obligations en tant qu'employeur. Est-ce qu'il y a un sujet lié au collectif et à l'organisation du collectif dans votre entreprise? Comment est-ce que vous mettez en place une politique liée à l'évolution et l'évolution des talents, sachant que tout collaborateur, et surtout lorsqu'on est une petite entreprise, tout collaborateur est finalement un talent et qu'il est nécessaire de pouvoir accompagner, faire évoluer toute la partie managériale aussi, et puis d'une manière beaucoup plus globale, de poser voir effectivement où est-ce que vous en êtes vis-à-vis de votre réflexion marque employeur, puisque effectivement les outils RH sont sont très nombreux, à la fois financiers, légaux, etc. Si on doit tout faire, ça va être très compliqué. Donc l'idée, c'est d'effectivement de pouvoir cibler par rapport à vous quel est finalement le cœur de votre entreprise, le mindset de votre entreprise, vos valeurs, ce que vous voulez faire de votre entreprise demain, pour pouvoir mettre en place sur les différents sujets les bons leviers. Alors, on a encore d'autres questions, Justine, je suis désolé. Je reviens à des sujets très opérationnels, mais on est là pour répondre aussi à des problématiques. Peut-on donner des tickets restaurants les jours de télétravail? Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est pas peut-on, c'est on doit. Ok. Et est-ce que dans le cadre de nos prestations, est-ce qu'on peut proposer des schémas, des matrices, des procédures types de mesure des variables de rémunération, des exemples de définition de ces variables? Donc là, j'imagine que la question qui est posée par Monique, elle vise à l'aider à mettre en place dans son entreprise les outils à la fois de définition, mais ensuite de mesure. Donc, c'est les matrices et les procédures qui permettent d'appliquer en fait ces variables et d'être sûr qu'on ne se trompe pas dans la façon dont on va transformer tout ça en avenant et en contrat. Est-ce qu'on peut les proposer ce genre de choses chez 3h18? Oui, après, aujourd'hui, moi, je ne fournis pas de modèle standard. Alors forcément, de par ma compétence et de par mes retours d'expérience, j'ai t'as une boîte à outils quand même. J'ai ma boîte à outils, mais par contre, je fais vraiment du sur-mesure parce que, comme on le voit, il y a énormément de leviers et je dirais la politique de rémunération, comme toute autre politique RH, se construit et ça doit être vraiment du sur-mesure pour les entreprises. On a une autre question, et ce sera la dernière, promis. Comment aider les salariés à faire face à l'inflation actuelle, sachant que l'intéressement est placé sur un PEE pour pouvoir bénéficier des exonérations et que les primes variables sont versées une fois par an, donc évidemment en fin d'année. Donc là-dessus, il y a probablement un peu d'ingénierie à faire. Il faut restructurer un petit peu les choses autrement. Comment tu t'y prendrais vraiment schématiquement par rapport à ce problème que pose Isabelle? Alors, sur la partie pouvoir d'achat ? Oui, sur la partie pouvoir d'achat et sur la partie sonnant et trébuchant, puisque les commerciaux ont variable une fois par an, donc ils sont obligés d'attendre toute l'année. Du coup, c'est effectivement, en tous les cas, si l'idée c'est de pouvoir faire du collectif, vous pouvez tabler sur tous les avantages là aussi et regarder ce que vous faites et ce que vous pouvez faire encore. C'est la fin de l'année, donc il y a sans doute la possibilité de pouvoir octroyer un chèque cadeau Noël qui peut être quelque chose assez sympathique et valorisant. Vous pouvez prendre en charge peut-être un peu plus au niveau mutuel et prévoyance. Vous pouvez donc il y a pas mal de leviers.
Là, comme Ok, ça, super. Écoutez, c'est un peu merci, difficile à répondre. merci Justine. On va se quitter là-dessus. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Merci à vous, participants. Je crois que vous étiez les chefs d'entreprise, des DRH, il y avait des DAF, il y avait un peu de tout pour cette participation. On vous laisse nos coordonnées pour continuer à discuter. Surtout, vous n'hésitez pas à nous poser des questions. On vous répondra. On y répondra peut-être par mail en one-to-one. Et puis, à très bientôt pour un webinaire 3h18. Merci beaucoup. Merci beaucoup.